moi je suis arrivé en retard, donc je peux me permettre de répéter des choses qui ont été dites, a priori, je moi cette excuse-là. Mais en même temps, comme j'ai une empathie sans limite, et qu'il y a un degré d'intimité relativement poussé là, c'est très sympa par ailleurs, mais je vais essayer de faire le plus bref possible. Et surtout, vous parlez quand même de ce qui pourrait être un épisode, mais en réalité c'est quasiment structurel dans ce pays-là. Il y a eu très peu de temps, moi j'étais à la BNP quand ça s'est passé, un quartier du Mirail à Toulouse, avec des militantes en particulier très investies sur les luttes locales. Et ce jour-là, il y avait le discours de Macron, politique de la ville oblige, ça fait 40 piges, paraît-il, c'est le 11e plan, paraît-il, et globalement les choses n'ont pas changé, elles n'ont pas évolué, elles ont même plutôt évolué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a osé, pour se défaire d'une étiquette qui a été dite ici, le fameux président des riches, dont il essaie de se défaire autant qu'il puisse le faire. Alors il a expliqué quand même cette fameuse théorie du ruissellement, qui elle aussi, ça fait plus de 30 ans qu'on nous vacille avec, si j'ose dire, et qui se traduit. Le mieux c'est de le lire parce que je trouve que c'est assez éloquent. Il explique comme ça aux gens des quartiers, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, des gens qui réinvestissent dans l'économie, par ailleurs ça a été dit, 80% vont vers les dividendes, vers l'actionnariat plus que vers autre chose, les quartiers les plus en difficulté ne s'en sortent pas bien. Admirer le degré de stérilisation qu'il met sur le pas bien. Quand on connaît les quartiers, quand on a une petite photographie, et je peux vous assurer, pour le dire très très brièvement, mais je pense que ça a peut-être été ici un peu évoqué, mais les quartiers qu'on appelle populaires, d'autres disent prioritaires, ont là quand même de concentrer, d'être un véritable laboratoire du néolibéralisme depuis plusieurs années, et on va y retrouver évidemment 3 fois plus de chômage qu'au niveau national, on va y trouver 2 à 2,5 fois plus de précarité qu'au niveau national, on va avoir 3 fois plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qu'au niveau national, et quand je dis au niveau national, c'est pas que ce soit la jauge parfaite, c'est déjà problématique au niveau national, simplement, il y a une concentration de ces difficultés sociales, parce qu'il y a justement des ségrégations sociales, parce que justement, on va y retrouver des populations les plus discriminées dans nos sociétés, à savoir les personnes racisées d'en bas, j'ose le terme, mais y compris les femmes des familles monoparentales qui se retrouvent là, en nombre beaucoup plus conséquent qu'ailleurs, parce qu'évidemment, pour pouvoir accéder au loyer, eh bien, la marge de manœuvre fait que la ségrégation spatiale fait qu'ils se retrouvent dans ces quartiers-là en tant que tels. Alors, tout ça, évidemment, est politique, le produit de politiques néolibérales, y compris même des organismes très gauchistes comme l'OFCE nous disent. C'est clair qu'avec Macron, on va avoir un peu plus encore de creusement des inégalités sociales. On pensait qu'on avait atteint déjà le summum, mais la réalité, c'est que ça va se creuser davantage. Et on a le droit quand même, à quelques réformes qui nous ont été posées là, avec beaucoup de grandiloquence. Alors, il se trouve que nous, on n'est pas complètement débiles. Il y en a quelques-unes qu'on avait un peu entendues. Et il y a notamment celle concernant les emplois francs. Alors c'est un truc qui avait été mis en place sous Hollande, Macron à l'époque n'était pas très loin. Les emplois francs, selon Carner lui-même, ministre de la Ville, explique que c'est un véritable échec. Ils s'attendaient à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'emplois, ils en ont eu 250. Et Macron est allé faire quand même cette déclaration-là au nord de la France, sachant qu'à Calais, il y a eu 0 contrat emploi franc créé sous Hollande. C'est-à-dire que non seulement on a des théories complètement fumeuses, mais on a en plus la réalité du terrain qui te le démontre ou démontre. Eh bien, ils n'ont pas peur pour revenir, ressortir évidemment les mêmes dispositifs, en nous expliquant que cette fois-ci ce sera différent parce qu'ils vont être un peu moins restrictifs évidemment sur l'employabilité des personnes, mais globalement, on sait parfaitement que ça ne changera rien. La deuxième chose qui est extrêmement importante et éloquente, et des fois même si on l'oublie, si on a du mal à lire entre les lignes, il y a parfois des sorties comme ça. Luc Ferry récemment expliquait que pour se débarrasser des problèmes sociaux en France, et des inégalités, et même des difficultés scolaires, il suffirait de raser quelques quartiers. Voilà. En rasant quelques quartiers, en radiant de la carte quelques quartiers, eh bien ce serait une façon d'embellir, de rehausser le niveau social de la France. Et ils le disent vraiment sans être emmerdés à aucun endroit. Et c'est les mêmes qui nous disent de la même manière que pour réduire évidemment le chômage, il faut aller vers des systèmes de radiation, c'est-à-dire finalement criminaliser les chômeurs eux-mêmes, et ça se traduit, et ça pourrait se traduire, nous dit-on, avec le cynisme absolu qui les anime, par 1 milliard d'euros d'économie, par ailleurs, en radiant des chômeurs. Alors, des enquêtes ont été faites, ça a été dit sans doute, on sait très bien ce que ça signifie, les fainéants, on sait très bien à quoi ça renvoie, c'est véritablement un marqueur
social extrêmement violent, mais ça ne renvoie surtout à aucune réalité. Je suis persuadé que ça a déjà été évoqué, donc je passe là-dessus. Mais derrière ces dispositifs-là, évidemment, il y a tout le discours, l'idéologie néolibérale qui va avec. Et l'idée de l'ubérisation, l'auto-entrepreneuriat, c'est évidemment l'ancien Nouveau Testament de ce gouvernement. Ils vivent avec. Cette idée que dans les quartiers, on ne peut s'en sortir, on ne va s'en sortir que si on est méritant. La méritocratie doit se traduire par le fait de créer ta propre entreprise, t'ubériser jusque dans l'âme le plus profondément possible. Eh bien, c'est ça le mode d'emploi. Sauf que ça a déjà été aussi essayé. Entre 2013 et 2015, en Seine-Saint-Denis, il y a plus de 10 000 personnes qui ont abandonné l'auto-entrepreneuriat et qui sont revenues vers le RSA pour une raison simple. Je vous invite à lire le double pas dans le monde diplomatique, je finis là-dessus, le double pas dans le monde diplomatique, où il est expliqué très concrètement que les auto-entrepreneurs en France gagnent environ 400 €, ça c'est une moyenne, mais concrètement, il y a une personne sur 4 qui est autour de 70 € par mois. C'est pas des blagues, 70 € par mois. Donc c'est ça le mythe qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui et qui évidemment est à dénoncer. Alors je finis là-dessus parce qu'un des éléments extrêmement importants dont on ne parle pas ici, pourtant tout est lié évidemment, c'est la question des services publics. On peut mettre le CICE en face, et bien de l'autre côté de la balance, ça équivaut à 500 000 emplois dans les services publics. Et on sait qu'une façon de répartir les richesses dans ce pays-là, c'est pas simplement de la redistribution de la maille, c'est très important, la hausse des salaires, etc. Mais c'est évidemment les services publics qui contribuent fortement à la réduction des inégalités sociales. Et bien là aussi, en cassant les services publics, les premières victimes de ce système-là, ce seront ceux et celles qui sont déjà particulièrement stigmatisés dans les quartiers populaires, et ça se traduira, je ne rentre pas dans les détails, dans la santé, etc. etc. C'est pas la peine de trop développer là-dessus. Un dernier point qui me semble extrêmement important, c'est qu'on a eu affaire quand même à un Macron qui n'a pas franchement chauffé à blanc lors des présidentielles sur les questions identitaires. On peut dire que là-dessus, il a été relativement soft par rapport à d'autres, y compris à gauche. Ceci étant, il commence à le faire et à le faire de manière très précise à certains moments, quand il explique par exemple que l'aide au développement, il va la réduire par 2 parce que ça ne sert à rien, parce que vous comprenez, les femmes dans les pays du Sud, eh bien, font trop d'enfants, c'est à la fois une attaque à la fois sexiste, raciste et sur le fond purement impérialiste. On a le même genre de discours avec une sorte d'ethnicisation des questions sociales pour vivre dans les quartiers qui est juste absolument insupportable. Et puisqu'on parle de convergence, je partage globalement ce qui a été dit, mais on sent bien qu'en même temps, on pratique beaucoup, qu'en vérité, on va se frotter les uns les autres et on verra comment tout ça peut se conjuguer sur le terrain des luttes. Et c'est absolument nécessaire de s'expérimenter les uns les autres. Mais une fois que ce soit dit au moins ici, mais que ce soit dit aussi ailleurs, quand le quartier populaire, ça brûle, ça crame et que ça bouge au détour d'une violence policière, et je finis là-dessus, ce n'est pas simplement suite à une agression raciste, une fois de plus, d'un système policier totalement immunisé par la justice par ailleurs, ce sont des violences policières qui s'inscrivent sur un terrain social d'inégalité absolument effrayant. Et donc il y a évidemment une question sociale au détour des révoltes dans les quartiers populaires, et ce qui serait franchement bien, c'est que les porteurs et les porteuses d'étiquettes que nous sommes et que nous devons assumer, nos casquettes, etc., qu'on puisse se solidariser pleinement, entièrement, avec les révoltes dans les quartiers populaires, même si ça ne se traduit pas par un tract et par un collage d'affiches, mais bordel de merde, parce qu'on parlait de mai 68 il n'y a pas très longtemps, il faut croire que des flammes de la Révolution, il faut avoir la lumière pour citer un grand bonhomme, et bien ça doit se conjuguer aussi à l'échelle des quartiers.